Bonsoir, la bataille terrestre continue au Koweït, elle se déroule toujours mieux que prévu, comme dirait François Mitterrand, et George Bush est lui-même confiant, le Koweït sera bientôt libre, a-t-il déclaré. Mais les Alliés ne veulent pas céder pour autant au triomphalisme, des combats plus rudes qu'hier se sont engagés entre les troupes de la coalition et la garde présidentielle irakienne. Pierre Babet retrace le film de la journée avec les toutes dernières images. Ces toutes dernières images du déploiement allié au Koweït quelque part dans l'Émirat. Ces blindés, appuyés par des hélicoptères de transport, poursuivent l'avancée claire commencée hier matin, continuée aujourd'hui à la même allure, avec les mêmes résultats. Formidable succès, 2 mots du général Neal pour résumer l'avancée comme à la parade de l'ensemble des troupes coalisées dans et autour le Koweït. Pour comprendre les opérations d'aujourd'hui, cette simple carte, les Alliés avancent partout, et notamment vers le nord du Koweït, tout près de l'Euphrate, où sont déployées les 8 divisions de la garde républicaine irakienne. Au cours de sa progression, les coalisés, dont le 7e corps américain, ont détruit 270 chars irakiens et avancé de plus de 100 km au-delà de la frontière koweïtienne. Dans Koweït même, aux alentours de la capitale, les tirs alliés continuent de préparer une reprise de la ville, annoncée comme imminente. Des soldats irakiens levant les bras, se rendant en masse, les troupes alliées en ont recueilli 20 500, ne sachant plus que faire de tous ces prisonniers qui risquent même de ralentir leur progression. Progression asservie en priorité au rythme de la logistique pour ne pas rompre les liens fragiles mais essentiels des combattants avec leur carburant, leurs vivres et leurs munitions. Et de leur côté, les troupes françaises ont continué d'avancer aujourd'hui. Ils auraient en effet effectué une percée de 160 km à l'intérieur de l'Irak. Apparemment, les militaires français ne rencontrent que très peu de résistance. Ils ont même neutralisé cet après-midi une division irakienne, c'est-à-dire plus de 10 000 hommes. Alain Chabot. Une pénétration de 160 km en moins de 48 heures. Les forces françaises ont poursuivi aujourd'hui leur progression en territoire irakien à un rythme rapide. Mais surtout, la division Daguet, épaulée par des unités américaines, aurait neutralisé une division d'infanterie irakienne, soit l'équivalent de 10 à 15 000 soldats. Au total, les Français auraient fait prisonnier 3 000 hommes dans les rangs adverses. L'état-major indiquait cet après-midi que la division Daguet avait atteint en 36 heures la série d'objectifs qui lui était fixée dans sa première phase d'opération. À Riyad, dans une déclaration faite en anglais à la presse, le général Gazo expliquait que cette conquête était indispensable à la manœuvre d'ensemble des forces coalisées. L'officier a insisté sur la détermination et la qualité de ses hommes. Au cours de l'opération, un soldat français aurait été légèrement blessé. Dans les heures à venir, malgré les prisonniers qui ralentissent sa marche, la colonne devrait poursuivre sa percée, destinée, semble-t-il, à prendre à revers les unités irakiennes qui participent à la défense du Koweït. Et ces premiers résultats rendent George Bush très serein. Silencieux depuis le début de l'offensive terrestre, le président américain s'est montré aujourd'hui très optimiste sur l'avenir et sur la libération très prochaine du Koweït. George Bush. The news is good. Coalition air and ground forces are advancing on their objectives. Enemy prisoners are surrendering in large numbers. And thus far, thank God, U.S. and coalition casualties are few. The liberation of Kuwait is on course and on schedule. We have the initiative. We intend to keep it. We must guard against euphoria. There are battles yet to come and casualties to be borne, but make no mistake, we will prevail. Kuwait will soon be free. De son côté, Saddam Hussein n'a pas fait de déclaration aujourd'hui, mais les images tournées par la télévision irakienne que vous voyez en ce moment même et qui ont été transmises par la Jordanie ont évidemment un sens. Saddam Hussein, vous le voyez, est en tenue militaire, il est entouré par ses principaux collaborateurs. Il veut montrer, malgré cette expression grave que vous voyez, qu'il reste serein. Image peut-être trompeuse. Notre invité aujourd'hui est le général Vouni, l'ancien patron de la force aérienne stratégique. Alors à votre avis, malgré ces images qui nous parviennent de Bagdad, Saddam Hussein a-t-il perdu la première bataille? Oui, vraisemblablement. Cette première bataille a mis aux prises, côté irakien, sans doute les troupes les moins aguerries. Vous avez pu le constater, ne faisons pas de triomphalisme, mais les troupes irakiennes rencontrées et faites prisonniers ont été des troupes
manifestement harassés, pilonnés depuis plusieurs semaines par l'aviation alliée. Et puis, il faut bien le dire, ce ne sont pas les meilleures troupes de Saddam Hussein. La force d'élite, vous la connaissez, c'est la garde présidentielle. Alors justement, j'ai l'impression que les Alliés sont eux-mêmes surpris par une progression aussi rapide. Le terme surpris est peut-être un peu exagéré. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Oui, je crois que c'est exagéré. Ils savaient que les résistances au départ ne seraient pas très fortes. Ils craignaient beaucoup plus les champs de mines, comme vous le savez. Ils craignaient beaucoup plus les obstacles que les Irakiens avaient montés sur cette première ligne. Les troupes, effectivement, n'ont pas offert une très grosse résistance, encore que certaines d'entre elles se sont bien battues. Ne l'oublions pas, il ne s'agit pas d'une simple promenade de santé. Mais là, des combats beaucoup plus durs ont lieu avec ou contre la garde républicaine. On arrive maintenant à des moments plus difficiles. Et je crois que les rencontres, les combats maintenant qui opposent les premiers éléments de la garde présidentielle aux troupes coalisées vont représenter vraiment le vrai départ de cette grande bataille aéroterrestre. Bien, mon général, vous restez avec nous pour commenter l'évolution de la situation. Il faut dire que cet optimisme des Alliés est fondé, et vous l'avez dit, sur le nombre de prisonniers irakiens, c'est important. En 36 heures, les Alliés ont capturé 20 500 prisonniers. C'est le dernier chiffre communiqué par le commandement saoudien. Des prisonniers qui rassurent bien sûr les Alliés sur le découragement et l'état des troupes irakiennes, mais qui pourraient les gêner aussi dans leur progression. Dominique Dumas. 20 000 soldats irakiens ont été faits prisonniers. Visiblement en bon état physique, en voici quelques-uns filmés aujourd'hui. Nous avons caché volontairement leur visage pour respecter la Convention de Genève. Côté français, l'opération Daguet a permis la capture de plus de 3 000 Irakiens qui seront pris en charge par le 3e régiment d'infanterie de marine avant d'être confiés également aux Américains. Les Américains affirment pouvoir garder près de 100 000 hommes, mais une telle progression dans les chiffres des prisonniers est-elle compatible avec une bonne gestion des camps de transit? La Croix-Rouge internationale doit veiller. Il s'agit d'assurer pour ces militaires un traitement physique et moral convenable. Et ils doivent être donc recensés. Le Comité international de la Croix-Rouge doit pouvoir avoir accès à ces camps de prisonniers, interroger ces prisonniers pour connaître leur identité. La Convention de Genève que les Alliés entendent respecter à la lettre est très précise sur les conditions de prise en charge et de détention des prisonniers de guerre, en tenant compte d'une saison chaude qui va bientôt commencer et de la détention des Irakiens au moins jusqu'à la fin du conflit. Les Alliés auront aussi à veiller sur la gestion des camps de transit qui ne devront pas ralentir leur progression. La Convention de Genève interdit de filmer ou de photographier de trop près des prisonniers de guerre. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez constaté, nous avons placé un bandeau. La progression des troupes alliées est si rapide qu'elles auront besoin en tout cas d'un soutien logistique important. Vivres, moyens de communication, camions de soutien, l'infrastructure qui suit l'avancement des troupes françaises est énorme. Un dispositif impressionnant qui est le véritable cordon ombilical des troupes. Explication d'Hervé Dino. Sans logistique, il n'y a pas de tactique possible, ont coutume de dire les militaires. Les chars, les hélicos, les véhicules blindés et les hommes qui les manipulent ne doivent manquer de rien. Cette noria de camions doit rester en contact permanent avec les troupes du front afin d'assurer leur ravitaillement en nourriture, en carburant, en munitions et en pièces détachées. La tâche des logisticiens n'est pas toujours aisée, ainsi les seuls militaires américains consomment chaque mois 250 000 mètres cubes d'eau, 8 000 tonnes de hamburgers, 1 million de litres de lotion solaire et 2 millions de boîtes de talc pour calmer les brûlures plantaires. Le déplacement des camions contribuant au soutien logistique dans le cadre de l'opération Daguet est géré par ordinateur. Mais parfois un grain de sable vient gripper la machine. Dimanche, aux premières heures de l'offensive terrestre, les convois français ont ainsi dû stopper net en plein désert. Ces camions sont actuellement arrêtés car ils ont pris beaucoup d'avance par rapport à la planification des mouvements qui étaient prévus. Donc le commandement m'a dit de les faire stopper pour permettre aux autres de passer à l'heure normale et éviter des embouteillages tout simplement. Les logisticiens des forces alliées pourraient également jouer un rôle essentiel dans les prochaines heures. Ce sont eux, en effet, qui sont chargés d'organiser le rapatriement sanitaire des blessés vers l'arrière. Alors si je comprends bien, mon général, la rapidité de la progression peut constituer un handicap. Oui, si nous allons trop vite, oui, absolument. Chaque troupe au combat a besoin de ce fameux cordon ombilical, ce courant logistique qui lui permet de tenir et de se ravitailler en permanence, que ce soit le carburant pour les véhicules, la nourriture pour les hommes bien sûr, mais aussi les munitions et comme vous le savez, toutes les pièces de rechange nécessaires au déploiement d'une unité blindée. Toutes les unités actuelles, ce sont des unités techniques et mécaniques obligatoirement qui nécessitent un gros
apports, un gros apport de moyens logistiques derrière. Mais est-ce que la faible résistance des Irakiens ne pourrait pas constituer justement de ce point de vue un piège? On les laisse entrer rapidement pour les couper de leur base arrière. Il y a un petit risque, mais je pense que l'état-major des coalisés le connaît, ce risque. Tout à l'heure, on n'a peut-être pas assez insisté. Dans la progression des forces alliées, on laisse un certain nombre de poches de résistance, bien entendu, que l'on traitera par la suite. Ça veut dire que ces poches de résistance, elles doivent être bien contenues et bien mesurées pour pouvoir ne pas constituer un obstacle à la suite de la progression. Merci. Les Alliés vont découvrir sans aucun doute un Koweït très abîmé. Difficile pourtant de faire un état des lieux précis en ce qui concerne le territoire koweïtien. On le sait, certaines infrastructures ont été totalement détruites et plusieurs puits de pétrole sont en feu. Des incendies gigantesques qui dégagent d'immenses colonnes de fumée. Vous le voyez sur ces images satellites prises dans la journée. Un nuage noir a recouvert une partie du pays et se dirige maintenant vers l'Iran. Et la ville de Koweït City sera elle aussi très abîmée. Les Irakiens, nous dit-on, ont détruit plusieurs bâtiments, plusieurs grands hôtels avant l'arrivée probable des Alliés dans la ville même. C'est ce que pense en tout cas l'ambassadeur du Koweït à Paris. Sylvie Levet l'a rencontré, écoutons-le. C'est vrai, les forces coalisées se trouvent aux portes de Koweït et on espère qu'aujourd'hui on arriverait à Koweït City. Quelles sont les dernières informations concernant le sort réservé par les soldats de Saddam Hussein à vos concitoyens koweïtis? Ils ont commis beaucoup de crimes. Il y a 300 victimes koweïtiens qui ont été torturés ou exécutés. Dans l'hypothèse où l'Irak change de régime, où Saddam Hussein quitte le pouvoir, accepteriez-vous d'accorder des facilités à l'Irak? Je pense par exemple à Warba et Boubiane, c'est-à-dire un accès à la mer. Je ne crois pas que le Koweït va céder de ces territoires pour l'Irak, que ce soit sous le régime de Saddam Hussein ou autre. Pas question ni de louer, ni de donner, ni de donner quoi que ce soit des territoires koweïtiens. Général, vous l'avez dit tout à l'heure, les Alliés ne doivent pas céder au triomphalisme, mais quelle est votre analyse? Les Alliés entreront-ils dans Koweït City très bientôt? En tout cas, pour l'instant, je pense que le siège de Koweït City est fait, il est en cours. La libération d'une ville, aussi peu défendue soit-elle, représente quand même un risque énorme, et en particulier pour la population civile. Je ne sais pas le nombre exact de civils koweïtis encore à Koweït City, mais c'est sûrement plusieurs dizaines de milliers, et vraisemblablement parmi ces dizaines de milliers, des femmes et des enfants. Je pense que les troupes coalisées vont faire beaucoup d'efforts pour limiter au maximum les victimes civiles, tout en essayant de prendre quand même assez rapidement cette ville. Je crois que c'est un des symboles de la libération du Koweït. Alors vous avez des informations qui ne passent pas par les dépêches, par vos propres canaux, c'est évident. Vous avez le sentiment que les Irakiens sont décidés à se battre et que la bataille sera longue et dure? Je ne suis pas Madame Soleil. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que les Irakiens, les troupes d'élite irakiennes, chercheront très certainement à se battre jusqu'au bout. Et ce sera très difficile de vaincre la garde présidentielle. Merci mon général. En France, la déclaration de François Mitterrand a suscité peu de réactions. On remarque une cohésion aussi bien au sein de la classe politique qu'au sein de l'opinion. Jacques Chirac lui-même n'a pas voulu commenter dans la Nièvre, un département qu'il visitait aujourd'hui, les propos du chef de l'État hier, mais il soutient les soldats français qui luttent au Koweït. Écoutons-le. Nous avons des soldats qui se battent, qui risquent leur vie pour l'affirmation de certains principes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la dignité et la liberté des hommes. Eh bien, nous devons être unis pour les soutenir. Je respecte beaucoup les pacifistes. Je suis un pacifiste, naturellement, dans la mesure où je souhaite la paix. Mais il est des guerres qui, hélas, sont nécessaires. Lorsqu'elles sont engagées, il appartient à la nation d'être derrière ses soldats et de les soutenir.
on peut donner divers sens à ce mot, pacifiste. Jacques Chirac lui a donné un sens plutôt philosophique. Il y a des pacifistes qui manifestent en ce moment même à Paris et qui ne sont pas du tout du même côté que Jacques Chirac. Au lendemain de l'offensive terrestre, ils sont en effet plusieurs centaines en ce moment même à l'appel des 75 de plusieurs associations et du Parti communiste. Il n'y a pas eu d'incident pour le moment. Reportage de Véronique Gorel et Joseph Tual. Les pacifistes en rang serré, 24 heures après le début de l'offensive terrestre. À l'appel des 75, ont répondu communistes, écologistes et divers mouvements d'extrême gauche. Cette offensive terrestre, ils la redoutaient, ils l'ont dénoncée. Faute d'avoir pu l'empêcher, ils disent ce soir leur indignation et leur volonté de ne pas se résigner. Non, on ne se résigne pas à ce qui est une aventure, une barbarie sans retour. C'est-à-dire la solution par la guerre, alors qu'on est à la portée de la main de la solution par la paix. Il s'agit pour nous de dire que nous n'acceptons pas cette guerre, nous demandons un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt du massacre, parce que c'est un massacre du peuple irakien qui se produit. Je dis que nous sommes entraînés dans une aventure meurtrière, grave pour nos soldats, et je prétends que c'est nous qui pensons à nos soldats, et pas ceux qui les envoient se faire tuer, et grave pour l'avenir de notre pays et de la démocratie. Le rassemblement est autorisé, mais tout défilé est interdit. Ce soir, les pacifistes sont sous haute surveillance policière, place de la République. Je vous propose de voir maintenant un reportage que nous attendions au début de ce journal, mais qui vient de nous parvenir, celui de Memona Interman et Patrick Millerius sur les premières heures de combat des forces françaises au Koweït. À perte de vue, des milliers de camions et de chars. Ils cheminent vers le front. Les unités franco-américaines sont ce soir à au moins 150 km plus loin, au nord. Quand la division Daguet est passée par là hier à l'aube, elle a foncé à une vitesse de combat de 10 km/h. Un passage sans encombre. Les premières lignes irakiennes s'étaient repliées. Nous sommes aux avant-postes de Rochambeau, nom de code de l'objectif. Les Irakiens vont fuir. 1000 d'entre eux vont lever les mains. Ils se rendront. Cela faisait 5 jours qu'ils n'avaient pas de ravitaillement et ils avaient une gourde par homme pour 2 jours. Donc il y a très peu de résistance? Donc il y a très peu de résistance, ils n'ont pas envie de se battre, ça se voit. Rochambeau. La bataille s'est donc passée ici. Pour déloger les Irakiens, tir de mortier des Français, petite riposte irakienne. L'artillerie américaine pilonne. Le général Janvier décide d'utiliser les hélicoptères Gazelle armés de missiles anti-chars Hot. La bataille s'achèvera à 17 h. Elle aura duré 7h30. Les chars soviétiques de Saddam Hussein n'ont pas fait le poids. La prudence est de mise. Un char, même détruit, peut être un piège. L'unité américaine qui appuie les Français va miner tout ce qui peut être en danger. Les mouvements de la division auraient pu être retardés par le nombre de prisonniers qui a été fait par le 4e Dragon et le 3e RIMA en particulier. Mais le commandement a fait porter à la rescousse des unités spécialement pour garder et évacuer les prisonniers vers l'arrière. Il a bien fallu trouver du temps quand même pour garder les prisonniers, les orienter par la route vers le seul camp de transit installé par la France. Un camp prévu pour 500 hommes. Les autres ont été confiés aux Américains. Ils seront ensuite conduits à l'arrière en sécurité, comme l'exige la Convention de Genève. C'est donc une guerre coup de poing. Encore quelques jours et les armes vont se charger de faire ce que la diplomatie n'a pas pu, désigner un perdant et un gagnant dans cette partie de poker commencée une nuit d'août l'année dernière. La coïncidence est spectaculaire au moment où une coalition occidentale puissante, emmenée par les États-Unis, s'apprête à libérer le Koweït. Le bloc militaire du pacte de Varsovie, dirigé jusqu'à présent par l'Union soviétique, lui a décidé de se dissoudre. C'était prévu, mais c'est historique. Les 6 pays du pacte de Varsovie ont en effet annoncé le démantèlement de leur organisation militaire aujourd'hui, symbole du contrôle armé de la guerre froide pendant près d'un demi-siècle. Cette structure militaire disparaîtra le 31 mars. Elle était très absente, on l'imagine, depuis la chute du mur de Berlin. Pascal Verdeau. Novembre 89, le mur de Berlin tombe. Tout un peuple renie le socialisme d'État version prussienne à la sauce Honecker. Octobre 90, la réunification allemande plébiscitée par le peuple
entraîne l'intégration de la Nouvelle-Allemagne dans l'OTAN. Entre ces deux événements dont l'artisan se nomme Mikhail Gorbatchev, la disparition programmée par Moscou du pacte de Varsovie, l'alliance militaire des pays de l'Est. En fait, le chef du Kremlin qui arrive au pouvoir comme un tsar éclairé va être le fossoyeur d'un empire qui avait déjà connu bien des soubresauts. Érosion de la légitimité communiste, révolte ouvrière de Berlin, et puis insurrection hongroise de 56, printemps de Prague en 68. Dans ces deux cas, les troupes du pacte de Varsovie, venues selon l'expression consacrée défendre les conquêtes du socialisme, sonnent en fait le glas du communisme en Europe. Solidarité en Pologne et l'ex-dissident Václav Havel donneront le coup de grâce. Novembre 90, consécration officielle de la fin de la guerre froide et de son symbole, le pacte de Varsovie, le sommet de Paris où 16 pays de l'OTAN et 6 pays de l'Est signent un pacte de non-agression. L'armée rouge quitte les marches de l'Empire selon un calendrier de retrait qui satisfait les Hongrois et les Tchèques, mais qui déplaît fortement aux Polonais qui voudraient accélérer le mouvement. Le pacte de Varsovie moribond n'existait plus de fait. La cérémonie de dissolution ce matin à Budapest n'a soulevé aucune nostalgie particulière chez les membres de l'ex-famille. Saint-Denis de la Réunion secoué par la violence, des jeunes d'un quartier populaire manifestent contre l'interdiction d'une télévision privée, mais aussi pour d'autres raisons. Nouvelles émeutes donc après une nuit de pillage pour faire face à ces manifestants qui protestent maintenant contre l'injustice sociale. La gendarmerie va envoyer 150 hommes en renfort. Christian Metz. Pour la seconde journée consécutive et après une nuit particulièrement violente, émaillée d'incendies, de pillages et de saccages, au cours desquels une partie de la population s'est ruée dans les magasins éventrés pour y faire main basse surtout, Saint-Denis de la Réunion a connu aujourd'hui encore de nombreux et violents affrontements entre forces de l'ordre et population, au point que la gendarmerie nationale a décidé d'envoyer 150 hommes supplémentaires en renfort dans l'île. Point de départ de ces émeutes, l'interdiction d'émettre faite à une télévision pirate. Pourtant, même pour le maire de Saint-Denis de la Réunion, qui parle de Vaux-en-Velin en plus grave, il ne s'agit là que d'un détonateur. Le quartier où sont nées ces émeutes, le Chaudron, est l'un des plus déshérités de l'île, où le taux de chômage atteint déjà 33% de la population. Dans le même temps, la Réunion est l'un des premiers départements de France pour l'impôt sur la fortune. L'explosion couvait depuis longtemps dans un département plus près du tiers-monde et de la principauté de Monaco que de la France profonde, commente ce matin la presse réunionnaise. Une appréciation largement partagée sur place, tant par de nombreux politiques que par les correspondants des journaux métropolitains. Le préfet, pour sa part, réfute les termes de soulèvement populaire et parle de gens venus là pour casser. Le sport maintenant en ski, Carole Merle à nouveau en piste pour le titre mondial du Super G. Sa victoire dans l'épreuve de Furano au Japon hier l'a remet en tête de l'épreuve. Une très belle victoire, mais ses concurrentes ont eu bien des déboires. Alain Dorgans. Carole Merle a su exorciser le syndrome de la peur provoqué par la chute qui a coûté à Nathalie Bouvier mercredi dernier ici à Furano 2 jambes fracturées et un traumatisme crânien. Si l'état de santé de Nathalie est stationnaire, le ski de Carole Merle va crescendo. Carole s'est imposée dans le Super G sur le boulevard technique et rapide de Furano. Cette victoire permet à la Française de compenser sa 2e place au championnat du monde. Carole Merle, qui a désormais un total de 11 victoires en Coupe du Monde depuis le début de sa carrière, a pris une option sur le globe de cristal qui sanctionne la victoire en Super G. Fin de ce 19-20, je vous rappelle l'information de la journée. Les troupes alliées poursuivent leur progression. Elles sont carrément autour de Koweït City. Les Français ont neutralisé une division irakienne. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est à 22h40, soir 3 présenté par Marc Hautement. Et dans quelques secondes, la météo complète de Michel Touré. Bonne soirée sur la 3, demain 19h. Bonsoir. Bonsoir.